se demander ce qui contribue à la formation de cette image, quelle était l'acuité d'observation de l'observateur, quel était son intérêt, quel était le rôle joué par l'image propre, l'image de soi. Parce que les gens sont toujours tentés à comparer ce qu'ils veulent visiter ou ce qu'ils traversent, ce qu'ils connaissent avec soi-même, avec son pays. Mais ce n'est pas comme, ici, ce n'est pas comme en France, mais évidemment, ce n'est pas comme en France. Je ne fais que donner un exemple. Donc, l'image de soi joue un rôle déterminant dans ce qu'on appelle la formation de l'image de l'autre. Et aussi, l'historienne doit savoir identifier les voies par lesquelles se transmet l'image de l'autre. En notre cas, il s'agit de ce qui était rapporté au commandement français et au gouvernement français, qui devait prendre des mesures pour envoyer du matériel de guerre, pour organiser l'armée roumaine, pour soutenir le gouvernement roumain. Or, si ce n'est que des rapports comme celui de Malessi, qui est parti, 2 semaines après il est parti, ou ceux de Jeannin qui continuaient à dire « Berthelot ne fait rien, ah ça c'est du blabla, l'armée roumaine ne sera jamais plus réorganisée ». Ça pouvait influencer les hommes politiques. Et il y a eu, à Paris, des réactions. À un certain moment, Clémenceau s'est disputé terriblement avec Berthelot, qui lui disait, écoutez, on peut parler depuis là, mais ici c'est différent. Ceci se trouve dans une situation sans issue. Ah bon, mon général, si vous n'êtes plus d'accord de représenter la politique de France, revenez. Et Berthelot lui transmet, c'était des radiogrammes, comment ça s'appelle, des messages télégraphiés par la Russie au nord, parce que le reste de l'Europe était occupé par les Allemands. Il a remis sa démission. Comme au moment où Clémenceau a vu cela, il a dit non, restez, parce que nous avons besoin de vous. Donc, cette image de l'autre, ainsi que je l'ai décrite en présentant les opinions des 2 premiers et les opinions des autres 2 officiers français, le général y inclus, doivent être jugés dans les termes d'une analyse psychologique très subtile et ne pas prendre tout ce que dit tel et tel personnage pour la pure réalité, parce qu'il y a toujours des nuances, il y a toujours des différences, il y a toujours des choses que les observateurs ne perçoivent pas. Et voilà, pour terminer, c'est juste 1 heure, non? Très bien, encore 10 minutes. Ah bon? Merci. Voilà ce que dit un officier français qui constitue d'une certaine manière la conclusion de cette conférence. Quant aux Roumains, ils se battent admirablement et la France peut être fière de la reconstitution de cette armée qui est son œuvre. Quels braves soldats! La guerre serait finie à présent si les Russes s'étaient battus de cette manière. Donc, je ne crois pas qu'au grand quartier général français, au gouvernement, les rapports de Malessi et Jeannin ont été sollicités d'un envoyé, aient été pris à la lettre. Je ne crois pas. Parce qu'il y avait aussi ces officiers-ci, Berthelot et d'autres qui se trouvaient sur place et qui connaissaient à fond les gens. Pour voir un peu la nature des relations entre les officiers français qui avaient instruit les soldats romains, une
petite, pas histoire, un petit détail. Au moment où, le 9 mars 1918, la mission militaire française a été obligée de quitter la Roumanie parce que la Roumanie, les Russes avaient fait la paix de Brest-Litovsk et les Allemands étaient tout puissants dans l'Orient. La Roumanie était sur le point de signer la paix. Et alors, le général Berthelot, avec ses officiers et ses soldats, qui, à la fin de leur présence, étaient au nombre d'environ 1000-1200, ont dû quitter la Roumanie en traversant la Russie pour rentrer en France. Sur le quai de la gare de Iași, un soldat d'ordonnance d'un officier français, capitaine, s'est mis en retard pour saluer ceux qui partaient. Il courait après le train. Capitaine, capitaine. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, cher Georges. Avant d'ouvrir le débat, je voudrais saluer donc l'arrière petit-neveu du général Berthelot qui vient d'arriver, Francis Berthelot qui est là. Merci d'être là, Francis. Voilà, c'est dommage. Donc, vous êtes arrivé pour les conclusions, mais le débat est encore ouvert et des questions pourraient être posées. Il y a tant de choses que j'aurais voulu vous dire, mais on n'a pas le temps. Voilà. Et il y a encore, on a le temps, la salle est louée jusqu'à 23 h. Pour vous donner du courage à poser des questions, peut-être on va faire des commentaires. Une scène réelle, pendant que les armées roumaines n'avaient pas encore quitté la Valachie, donc Bucarest, et le général Berthelot était avec les soldats et les officiers dans la plaine, là quelque part dans un village. Il a passé une nuit chez un paysan. Et le général a la curiosité de demander aux paysans, par l'intermédiaire évidemment d'un prêchement, que pensez-vous, père, c'était un vieux paysan, des Français? Et l'autre lui répond, évidemment, avec l'aide du prêchement, les Français sont nos parents, nos parents, nos parents, les parents. Mais comment le savez-vous? Écoutez, monsieur, j'ai 2 chiens qui ne permettent à personne d'entrer dans ma cour. Si quelqu'un s'y fourre, il est mort. Il n'y a que mes parents qui puissent entrer dans ma cour sans que les chiens ne se jettent sur eux. Mais quand un soldat français entre dans la cour, les chiens n'aboient pas. Donc les Bon, merci. J'imagine qu'il y a pas mal de questions justement sur cette présentation qui est tellement contrastée. Parce que ce que Georges vient de dire, ou ce qu'il a trouvé dans les archives de Vincennes, sur les opinions de Malessi et de Maurice Janin sur l'armée roumaine et les Roumains, ça nous a drôlement refroidi. Hein. On pensait peut-être que l'opinion n'était pas terrible, mais les paroles que tu viens de citer sont terribles, absolument terribles. Alors, et de l'autre côté, ensuite, les paroles du général Berthelot et de Charles Vesperini, qui sont de très belles paroles sur les qualités, même militaires, des Roumains. Alors, voilà, sur ce contraste, alors bon, on peut penser que Janin, qui était à Saint-Pétersbourg, était influencé par les Russes, etc. Mais enfin, qu'il y a cette relation qui n'est pas nié de ce qu'ils disent. Probablement. Mais ici, les questions qui seront posées, j'imagine, s'adresseront à l'historien Georges Cipriano pour qu'il donne son opinion par rapport à ce qu'il a trouvé. Mais j'ouvre le débat. J'aurais voulu vous donner une idée de la diversité des situations
et de la complexité des relations internationales. Les Roumains savent, ah, les Français sont venus en Roumanie, tout était parfait, on s'entraînait. Bon, d'accord, évidemment, mais tout n'est pas comme ça. Il y a des nuances, il y a des différences, tout le monde ne pensait pas de la même manière. Par exemple, le général Averescu détestait Berthelot, et Berthelot ne pouvait pas supporter Averescu. Et à juste titre, Averescu était jaloux, et Berthelot disait qu'il était hautain, et voilà. Bon, Anka. Ma conclusion personnelle est que les Roumains gagnent à être connus. Parce que, donc, ils gagnent à être connus, parce qu'une première impression à Iași rapide est très critique, et Berthelot, qui est resté longtemps, qui a travaillé, qui a mis sur pied l'armée roumaine, est très positif. Mais même si la description que vous faites, enfin, que vous avez citée de Malessie est terrible, comme vient de dire Alexandre, elle ressemble quand même aux défauts que nous connaissons très bien des Roumains. Donc l'observation n'est pas, peut-être superficielle et rapide. Donc moi ce que j'aimerais avoir... C'est frappant. Oui, non, je veux dire qu'on peut même rapprocher à certaines choses qui se passent dans la société roumaine d'aujourd'hui. Donc, son observation n'est pas méchante et superficielle. Je l'ai dit. Voilà. Donc, la vérité, en fait. Il n'y a pas de vérité en histoire. La vérité est là-haut. Parce que l'historien approche la vérité. Il s'efforce d'approcher la vérité en ne mentant pas consciemment. Mais l'historien est le prisonnier de ses instruments, des sources. Et il peut approcher la vérité autant que les sources lui permettent. Donc il n'y a pas de vérité, de vérité définitive dans l'histoire. Moi, je pensais à la vérité de l'histoire de cette société, qui donc était presque détruite au moment, en 1916, et qui, par la suite, a eu une véritable renaissance. Donc, malgré certains défauts, comment vous expliquez alors que cette société a pu se remettre en selle et créer un État qui, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, a été quand même un État florissant? Je vous donne mon opinion personnelle, c'est ce que vous m'avez demandé. Tout d'abord, la nation roumaine a eu des dirigeants extraordinaires à l'époque. Deuxièmement, ces dirigeants ont su stimuler l'élan patriotique des soldats. En 1917, le roi Ferdinand a promis la réforme agraire. Et il l'a faite. Et je sais de quoi il s'agit, parce que le frère de mon grand-père paternel, qui a été ministre en Roumanie juste pour l'agriculture et les domaines, a été chargé, il était dans le Parti libéral, de l'application de la réforme agraire. Pour la plupart, il a été ministre, comment s'appelle son... Non, comment il s'appelle en roumain? Le ministre... il était sous-secrétaire d'État, et puis ensuite il a été ministre, à proprement parler. Mais le roi a fait cela, et le roi a tenu parole, et le gouvernement, et le Parlement. Et il y a eu la reine Marie qui se fourrait dans tous les hôpitaux. Écoutez, en Moldavie, à l'époque, la vie était un désastre. Il y avait les Russes, il y avait les Romains, il y avait la population, sur un petit bout de territoire de la Roumanie, et il y avait le typhus, et les punaises, et les poux. Vous parlez de la Moldavie, de Iași. Oui, la Moldavie, parce que c'est là que tout s'était retiré. Gouvernement, armée, parlement, administration, autant qu'il y en avait encore. Oui, d'abord. Ensuite, tous ont dit que le soldat était bon, même ceux qui ont critiqué le commandement de l'armée, les officiers.
c'est vrai que Malaisie n'avait pas réussi à constater ce qui s'était passé en été 1917. Il était au mois de mars. Et Janin, il était sous l'influence des Russes, comme disait tout à l'heure Alexandre. Là, il ne voyait que à travers les lunettes des Russes ce qui s'est passé. Et il n'était pas méchant, mais il s'était imaginé que la Russie était puissante, c'était un grand empire, l'allié de la France. La France a toujours procédé par alliance de revers. Vous savez ce que c'est que l'alliance de revers? C'est l'alliance avec l'ennemi de mon ennemi. Et l'ennemi de son ennemi, c'était l'ennemi de son... l'ennemi de son ennemi, c'était la Russie. Et encore une chose, Berthelot, j'ai écrit là-dessus un article publié dans une revue en anglais et en Roumanie, sur la base de certains documents que j'ai trouvés à Versailles, à Vincennes. Il a stimulé en catimini les Roumains à occuper la Bessarabie, mais pas publiquement. Il savait que le désastre russe est clair, mais il ne pouvait pas accepter officiellement que les Russes, les alliés de la France et de la Russie, occupent la province de l'Empire russe. Et ils espéraient encore, les Occidentaux, à maintenir tant bien que mal l'armée russe dans la guerre, ce qui n'était pas possible. Mais il a stimulé, il les a encouragés. Écoutez, mes chers, allez-y. Et le soldat a été toujours, le soldat romain a toujours été très bon, solide, résistant, bon marcheur, et qui n'avait pas peur des balles, ni de mitrailleuses, ni de fusils. Toujours est-il que la théorie, ça créait de l'angoisse dans les tranchées. Et en ce qui concerne la nation, je vous dirais que après la Première Guerre mondiale, la Roumanie est devenue ce qu'elle n'était pas avant. Pensez à ce que la Transylvanie avait apporté, non seulement comme difficulté ethnique, mais il y a une grande différence de civilisation entre la Transylvanie, l'Olténie, le sud de la Moldavie. Et je vous dirais qu'en Bessarabie, en 1923, il y avait 1 million de familles qui n'avaient pas de toilette dans la cour. Dans la cour. En planche. Dans la cour, j'ai dit dans la cour. J'ai trouvé ça dans une thèse de doctorat, étant membre d'un jury de thèse à Ayas. Donc, ça aussi a apporté beaucoup de possibilités de développement. En Transylvanie, il y avait de l'industrie, il y avait des mines, il y avait une population assez éduquée, malgré l'appartenance de la Transylvanie à un État étranger. Mais ce n'était pas la Russie. C'est ça. Ce n'était pas la Russie, parce que l'Autriche-Hongrie était un pays constitutionnel. Enfin, on peut critiquer son système, et je l'ai critiqué moi-même, j'ai publié des livres là-dessus. Mais il y avait Réchitsa, il y avait le cadastre. Et il y avait le cadastre qui n'existe pas, ni même à présent, ça n'existe pas de l'autre côté. Et on savait ce qui appartient à Jean et ce qui appartient à Pierre. Francis, allez, venez nous faire le plaisir. Voilà. Vous êtes beaucoup plus mince que votre aïeul. Et il a grossi en Roumanie. Non. Vous savez ce qu'il disait au début de chaque séance de discussion et de conseil de guerre. Le premier mot, chers amis, d'abord mangeons quelque chose. Et il avait raison. Il avait tout compris. Il avait compris que des gens bien alimentés, joyeux d'avoir fait connaissance à table, pouvaient raisonner bien. Absolument. Absolument. Merci d'être venu. Je suis un petit peu en retard, pardon. Enfin, beaucoup. J'aurais beaucoup
Ils étaient 2000 à peu près à repartir à la mission. Justement, je savais 1700, 1750. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il a pris des Belges, le train s'est arrêté, il a pris encore des gens qui voulaient rentrer en Occident et qui n'avaient pas d'autres moyens. Et puis le voyage a été pénible, quoi. Vous savez ce que j'ai trouvé? Les souvenirs du soldat d'ordonnance de Mathias Berthelot, Monsieur Rollet. Et je veux le publier avec un commentaire. Bien sûr, bien sûr. Et ce qu'il disait sur les Russes, en traversant la Russie pour rentrer. Aïe, aïe, aïe. Et ça m'a fait un grand plaisir. Je suis pêcheur. Alors, effectivement, oui, bon, je suis arrivé vraiment les 5 dernières minutes de votre... Ah, nous aussi. Le général Averesco, évidemment, ils étaient en bisbille, sauf une journée, je l'ai dans les notes intimes, où le général Averesco reçoit chez lui le général Berthelot, et c'est Madame Averesco qui reçoit. Elle est chez elle, elle est dans sa maison. Et là, le général Averesco est d'une gentillesse. Il fait visiter pièce par pièce. Il n'est que bien des sucres. Voilà. Il fait visiter au général Berthelot toute la maison, de la cave au grenier. Il lui fait voir sa chambre, la chambre dans laquelle le général Berthelot dormira la nuit. Il y a un petit bouquet de fleurs sur la... Bon, ça, c'est Madame Averesco qui a fait le nécessaire. Mais, tout compte fait, le général passe la nuit, il mange bien, il discute, il se balade bras dessus, bras dessous, toute la journée, lorsque le général Averesco fait visiter tout un tas de terrains de manœuvre, d'écoles de guerre, etc. D'instruction, oui. Oui, et ils sont détendus tous les deux, copains comme cochons. Et le soir, quand il note ses dernières, sur son journal, les dernières choses avant de s'endormir, il dit tout compte